Le 22 juin 2022, sous la houlette de l'Institut national des jeunes aveugles, des associations HappyDV, Valentin Huy et Voir Ensemble et de la Fédération des aveugles et amblyopes de France, nous avons célébré le 70e anniversaire de l'entrée au Panthéon de Louis Braille. Avec Le Matin, au sein même de l'établissement où il vécut, enseigna et mourut, un colloque sur l'homme et sa formidable invention, cet alphabet universel qui a ouvert les portes du savoir aux aveugles du monde entier. Cette vidéo vous propose de revivre ce colloque intitulé Louis Braille, génial, universel, essentiel, animé par la journaliste Laetitia Bernard et qui a permis des échanges avec des intervenants du monde entier. Ouverture du colloque par Stéphane Gaillard, directeur de l'Institut national des jeunes aveugles. Bonjour, nous allons commencer. Madame le ministre, Madame le maire, chère Rachida Dati, Madame la présidente de l'Union mondiale des aveugles, Monsieur le président de l'Union européenne des aveugles, Mesdames et Messieurs les représentants des associations du secteur de la déficience visuelle, Mesdames, Messieurs, c'est âgé de 10 ans que Louis Braille franchit les portes de l'Institut royal des jeunes aveugles. Il est alors ce que l'on appelle un infortuné, victime d'un accident domestique dans l'atelier de son père, à l'âge de 3 ans, puis d'une infection qui le rendirent définitivement aveugle. Alors là que l'arrivée de ce jeune élève d'origine modeste, confié par ses parents, originaire de la ville de Coupvray en Seine-et-Marne, l'Institut qui le reçoit ne mesure pas à ce moment-là, évidemment, le bouleversement qu'elle va connaître. L'Institut royal a été créé sous Louis XVI grâce à la générosité de Valentin Huy et la protection royale lui a permis de survivre. Mais au moment où Louis Braille entre dans ses murs, l'Institut cherche encore les moyens de pouvoir pérenniser son action et ses missions. Pour reprendre une belle formule d'Hélène Jousse dans les mains de Louis Braille, Louis intègre la seule école du pays qui pourrait le sauver. Finalement, c'est lui qui a sauvé l'Institut. Dans l'enceinte de l'Institut, le jeune Louis Braille, âgé de moins de 18 ans, doué d'une intelligence prodigieuse et d'un sens pratique hors norme, invente le système de lecture et d'écriture qui portera son nom. Son histoire est connue. D'abord le scepticisme, puis l'opposition et enfin la consécration. Quelques esprits éclairés ont su voir par-delà la jeunesse de l'inventeur et déceler le génie et le potentiel de sa trouvaille. L'hommage national de 1952, un siècle après sa mort, couronné par son entrée au Panthéon, a montré définitivement et démontré reconnu son apport. Louis Braille est désormais un de ces grands hommes que la nation reconnaissante a décidé à juste titre d'honorer. Son principal apport et mérite est d'avoir permis et de permettre encore à des millions d'élèves d'accéder à la lecture et à l'écriture en dépit de leur handicap visuel. Il a offert au monde la lecture par les mains, grâce à un alphabet, un code universel, ponctuation comprise, compatible avec toutes les langues, facilement reproductible et basé uniquement sur 6 points. Le procédé paraît simple, presque évident, mais il est en fait révolutionnaire, au point qu'il permet son évolution et son adaptation parfaite avec les nouvelles technologies informatiques. Louis Braille a ouvert un sillon que nous nous devons de creuser sans relâche. En organisant ici le mois dernier, en lien avec l'EPNAC et avec les étudiants ingénieurs des INSA, un hackathon, nous avons perpétué son goût pour l'innovation au service des non-voyants et des malvoyants. Louis Braille est mort, mais son message perdure. Il est une forme d'optimisme et d'espoir contre la fatalité. Il est la reconnaissance du mérite. Il reste un vecteur inépuisable de transmission
entre les déficients visuels du monde entier. S'il était vivant actuellement, nous pourrions dire de lui qu'il est un jeune codeur geek qui s'est fait lui-même. Braille is back. Le slogan espiègle de cette journée est un clin d'œil à son message et au fait que ce message est tout à fait d'actualité. Il permet aux élèves et aux adultes l'accès à la lecture, à l'écriture, aux savoirs fondamentaux, mais surtout à une meilleure intégration sociale. Lors de l'entrée au Panthéon de Louis Braille en 1952, des délégations étrangères se sont pressées à Paris pour lui rendre l'hommage qu'il méritait. Voici le paradoxe contemporain de Louis Braille. Son invention est connue de tous, mais l'homme est peu célébré en dehors de la communauté des déficients visuels. C'est pourtant essentiel et un enjeu de visibilité pour le handicap visuel que celui qui a apporté sa contribution à la marche de l'humanité soit célébré et qu'il lui soit rendu hommage. À Paris, on trouve une rue qui porte son nom, mais aucun monument, aucune statue, aucun édifice, aucun établissement n'y porte son patronyme. Louis Braille, celui qui a tant fait pour les malvoyants et les non-voyants, paraît condamné à un oubli poli dans son propre pays. Je souhaiterais que cette journée, 70 ans après son entrée au Panthéon, soit l'occasion pour réparer cette injustice. Louis Braille est une figure fédératrice pour l'ensemble du secteur de la déficience visuelle. Il a permis, pour cette journée, que les bonnes volontés de toutes les associations du secteur se mobilisent. Votre présence commune ici est un témoignage qui n'est dû que grâce à sa personnalité et à Louis Braille. Permettez-moi de remercier les 5 copartenaires qui ont organisé cette journée, APIDV, l'AVH, Voir Ensemble et la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Avec mes 4 partenaires, je voudrais remercier également nos partenaires qui nous ont soutenus, la FFAC, la Fondation du Sicaire et la Fondation Valentin Huy. Je souhaiterais aussi remercier l'ensemble des institutions et des structures de la déficience visuelle qui ont soutenu ce projet et sont ici aujourd'hui auprès de nous. J'en profite pour saluer dans cette salle la famille de Louis Braille qui est présente parmi nous, ainsi que la municipalité de Coupvray et d'un ancien élève qui était présent lors de la potonisation il y a 70 ans et qui nous fera un témoignage tout à l'heure. Laetitia Bernard, journaliste à Radio France, que je tiens à remercier, sera notre modératrice aujourd'hui pour les débats de ce matin. À travers elle, je souhaite remercier et saluer l'ensemble des intervenants qui seront là ce matin, car sans eux, ce colloque n'existerait pas. l'INJA est fière et heureuse de prendre sa part à l'organisation de cette journée en vous accueillant. Je tiens aussi à remarquer la présence de Madame le maire, qui témoigne de votre soutien indéfectible et constant pour cette institution et pour les actions que nous y menons. Je tiens à profiter de cette occasion et de ce discours pour vous remercier au nom de l'ensemble des professionnels et des élèves de l'Institut pour votre aide et votre soutien. Depuis mon arrivée à la tête de cette institution, j'ai souhaité placer les actions de l'Institut sous le patronage de Louis Braille afin de perpétuer la mission qui s'était assignée, celle de permettre l'accessibilité aux voyants, aux non-voyants et aux malvoyants, au savoir et aux beautés du monde. Cette fidélité à Louis Braille doit s'incarner dans des actes, mais aussi dans des symboles. C'est pourquoi, en accord avec la présidente de l'Institut, Madame Annie Poder, nous avons décidé qu'à compter du prochain anniversaire de la naissance de Louis Braille, le 4 janvier prochain, la dénomination officielle de l'INJA s'adjoindra le patronyme du plus célèbre de ses occupants. Dès 2023, la mémoire de Louis Braille sera aussi perpétuée par cette dénomination INJA Louis Braille. J'espère que cette initiative fera des émules et que le nom de Louis Braille sera rendu et honoré à la mesure de ce qu'il mérite dans l'espace public. Je pense
évidemment à la station de métro du Roc, qui est au pied de la plupart des institutions de la déficience visuelle et pour laquelle nous militons aussi pour un changement de nom. Louis Braille nous a demandé d'avoir de l'espoir et de l'optimisme. Alors, j'espère que nous célébrerons aujourd'hui dans la joie la mémoire de Louis Braille. Merci. Intervention de Madame Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris. Alors, Monsieur Gaillard, vous avez fait quelques demandes qui sont totalement légitimes et que j'entends. Alors, moi, je vais vous dire, avant de commencer mon propos, je vais vous dire, pour le changement de nom de la station métro, c'est pas que vous allez vous trouver à vos côtés, c'est qu'on va être à l'initiative maintenant. Donc ça, je vais m'en occuper personnellement. Généralement, sur ma ténacité dont vous ne pouvez pas douter, je pense qu'on va y arriver. Je vous le dis et je m'y engage. Effectivement, vous avez raison aussi sur l'hommage et une statue, qu'on ait une rue, très bien, mais moi je trouve qu'on puisse avoir ou un monument, ou une statue, ou une sculpture, ou plus que cela, pour incarner et rendre hommage à Louis Braille, de la même manière, en tant qu'élue parisienne, et Madame d'Auvergne, qui est mon adjointe, nous allons porter également ça. Donc, vous pouvez compter sur nous, parce que vous avez raison. Vous savez, en ce moment, tout se commémore, on est à vouloir tout célébrer. Et donc, moi, je trouve qu'à un moment donné, on en perd les priorités, les fondamentaux ou l'essentiel. Et je trouve que d'avoir cette commémoration et cet hommage, c'est essentiel pour le travail que vous faites, le travail de vos prédécesseurs et de tous ceux qui sont évidemment vos partenaires que vous avez cités tout à l'heure. Alors, d'abord, moi, je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin pour ouvrir ce colloque intitulé « Louis Braille, génial, universel, essentiel ». Vous l'avez qualifié de geek. C'est évidemment, ça pourrait tout à fait lui convenir. Alors, grâce à ce colloque, vous allez découvrir ou redécouvrir et échanger avec un très grand nombre d'intervenants. Nous avons eu un petit propos tout à l'heure en marge, justement, sur la qualité des intervenants français. Aussi, la pointe, c'est-à-dire que nous avons une réputation mondiale, je vous ai posé la question, notamment sur cette recherche, sur ces scientifiques. Nous sommes les meilleurs au monde, qui sont aujourd'hui repris ou par des Américains ou par des Chinois. Je parle sous votre contrôle, ce sont évidemment l'échange que nous avons eu tout à l'heure avec Monsieur Luc. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se laisser déposséder. Et donc, il faut se battre pour garder évidemment ce côté pionnier, mais ce côté très engagé. Parce que le créateur, le fondateur de l'Institut de la Vision, c'est un passionné et un engagé. Et donc, il faut qu'on puisse aussi poursuivre cette passion et poursuivre cet engagement. Alors, vous avez évidemment bien décrit la vie, les avancées, ce que nous a apporté évidemment Louis Braille. Le plus grand avantage du système de Braille est d'être un alphabet calqué sur celui des voyants. Il supplante aussi le système phonétique de Charles Barbier de la Serre, que le jeune Louis Braille avait remis en cause dès ses 12 ans d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce mode de communication, on a eu, d'ailleurs Emmanuel d'Auvergne a pu le faire entrer dans certaines écoles du 7e arrondissement pour des enfants voyants et de pouvoir les initier effectivement au braille. Et c'est très intéressant, on a l'impression qu'on les initie à une langue comme l'apprentissage d'une langue étrangère et donc comme d'un enrichissement. Et je trouve effectivement qu'on puisse développer cette expérience, pour ne pas dire cette expérimentation, et finalement pourquoi pas en faire une langue comme nous les avons dans les options, dans les programmes académiques. Alors, il ouvre ainsi un accès réel et complet à la culture, facile à apprendre, nécessitant peu d'entraînement, de ce que, évidemment, j'ai pu voir. Le braille essaime rapidement en France, jusqu'à devenir la référence mondiale, mais mondiale, que nous connaissons aujourd'hui. Nous aurons dans le courant de cette journée vous aurez le plaisir de recevoir un ancien élève de l'INJA qui viendra témoigner sur son apprentissage du braille dans les années 50. Et moi, je tiens à nouveau à vous remercier très chaleureusement, Monsieur Gaillard, ainsi que vos équipes qui proposent des événements permettant cette inclusion au sens large. C'est pas uniquement pour les personnes malvoyantes, elle concerne tout le monde.
Et nous l'évoquions tout à l'heure, avec le vieillissement de la population, avec l'utilisation de manière très précoce d'ailleurs des outils numériques. Vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Loup, on ne sait pas les effets à moyen ou long terme. Et donc je trouve que c'est important d'avoir cette sensibilisation comme un aspect finalement de société, mais aussi de santé publique et de prévention. Et donc, avec Emmanuelle Dauvergne, nous allons œuvrer. Elle est votre référence ici, parce que je suis... alors vous allez me dire, c'est excessif, mais je suis très obsédée pour qu'on ne lâche rien avec vous, comme avec l'association Valentin à Huy, que je connais depuis mon enfance, parce qu'ils avaient une très grosse implantation à Chalon-sur-Saône, qui est la ville qui m'a vu naître. Et donc, on a eu des engagements très jeunes avec cette association. Donc, moi, je veux absolument qu'on puisse poursuivre avec vous, mais aussi avec cette association. Et d'ailleurs, nous l'avons vu, nous souhaitons, dès le mois de septembre, faire une grande journée sur ce thème, avec beaucoup d'intervenants que nous allons contacter grâce à vous d'ailleurs, et avec les thématiques pour lesquelles vous allez nous donner des idées, pour avoir une journée très complète sur ces sujets. Alors moi je vous souhaite une bonne conférence, une excellente journée autour du braille, avec des ateliers de sensibilisation, avec comme point d'ordre la cérémonie, évidemment, de commémoration des 70 ans de panthéonisation de Louis Braille, qui est prévue, évidemment, dans le 5e arrondissement. Mais je voulais absolument être là, à vos côtés, avant d'aller célébrer quelques mariages à la mairie. Je voulais être à vos côtés pour ouvrir, parce que je voulais vous dire combien c'est important, combien votre rôle est essentiel pour... on parle en ce moment, et je suis une responsable politique, peut-être parfois on se gargarise de mots, à force de dire les mots, on les galvaude un peu, sur la cohésion. Vous êtes le symbole même de la cohésion. Moi, je suis venue ici rencontrer des jeunes, des pièces de théâtre, on a eu des ateliers d'œnologie, également ici avec un partenariat avec le lycée Albert Demain que nous avons mené. Quand vous rentrez ici, on a des vies différentes, on a des parcours différents, on a des destins différents, mais on a un socle commun. C'est évidemment cette cohésion, et vous le symbolisez, et vous le marquez, vous le traduisez de manière exceptionnelle. Et donc moi je voulais encore une fois vous remercier, vous rendre hommage, et surtout ne nous lâchez pas. Jamais. Donc parce que nous on ne va pas vous lâcher. Voilà. En tout cas j'ai été ravie d'être à vos côtés ce matin pour ouvrir ce colloque. Vraiment bon colloque et bonne journée à vous tous. Merci. Avant de quitter la scène, Madame Dati reçoit des mains de Stéphane Gaillard, le directeur de l'INJA, un t-shirt arborant le visuel de l'événement, ce qui suscite une nouvelle salve d'applaudissements. Mais vous le verrez avec. Comptez sur moi. Merci beaucoup et bonne fin de journée à vous tous. Bonjour, je suis en train de m'installer en fait. Laetitia Bernard, je suis journaliste, très heureuse d'être avec vous donc, pour célébrer Louis Braille, lui rendre hommage. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite. Je vais demander à Noël Roy de venir nous rejoindre. Merci d'ailleurs d'avoir fait le déplacement jusqu'à l'INJA. Noël Roy qui est historienne, grande spécialiste de Louis Braille et qui a été notamment la conservatrice du musée Valentin à Huy. Regard numéro 1 avec Noël Roy, conservatrice de musée et ancienne conservatrice de la bibliothèque patrimoniale Valentin à Huy. Un aveugle au Panthéon, la culture en partage. Monsieur le directeur de l'Institut national des jeunes aveugles, mesdames et messieurs les enseignants et membres du personnel, mesdames et messieurs les présidents et représentants d'associations, chers élèves, anciens élèves, chers amis, c'est un honneur pour moi de m'exprimer en ce lieu si chargé d'histoire et particulièrement en ce jour. En effet, il y a 70 ans exactement, le 22 juin 1952, c'était un dimanche, Louis Braille entrait au Panthéon. Cet événement marque la reconnaissance de l'homme qu'il fut et la consécration du Braille, mais au-delà, il constitue un signe fort adressé à toute personne en situation de handicap visuel. Signe que le désir d'éducation et de culture rassemble pour le meilleur et permet de grandir ensemble en humanité.
Les motifs de cette panthéonisation sont ainsi développés dans le texte du projet de loi qui fut déposé le 28 décembre 1951 à l'Assemblée nationale. Je cite, « Inventeur du système qui porte son nom, Louis Braille a permis aux aveugles non seulement de France mais du monde entier de s'émanciper en mettant à leur disposition un moyen de s'exprimer, de lire, de communiquer leurs pensées. Son œuvre dépassant les frontières s'est avérée si utile qu'elle fait actuellement l'objet d'une étude afin de s'adapter à toutes les langues. Louis Braille s'est donc acquis un titre à la reconnaissance universelle de tous les aveugles. Le gouvernement et tous les groupements d'aveugles souhaitent que Louis Braille soit placé au rang des illustres bienfaiteurs de l'humanité par le dépôt de ses cendres au Panthéon. Ce texte définit le braille comme un moyen universel de s'exprimer, lire, communiquer sa pensée, ce qu'il est assurément. Le mot écriture n'est pas prononcé, pourtant il est essentiel. Louis Braille a d'ailleurs donné pour titre à son ouvrage paru en 1829, qui constitue l'acte de naissance du braille, « Procédé pour écrire les paroles, la musique et le plein chant au moyen de points à l'usage des aveugles et disposé pour eux. Chaque terme est porteur de sens. Ce procédé, qui ne s'appelle pas encore le braille, permet d'écrire, c'est-à-dire de garder trace, donc d'avoir la possibilité de se souvenir, la possibilité de transmettre, permet d'écrire donc les différentes modalités de langage, articuler la parole, instrumentale la musique et chanter le plein chant ou chant grégorien, dont l'occurrence ici s'explique par le fait que le catholicisme était à l'époque de Louis Braille religion d'État et qu'en outre lui-même était très pieux. Pour être accessible à son lectorat aveugle, cet ouvrage, hormis les tableaux du Braille, fut imprimé par et à l'Institution des jeunes aveugles en relief dit linéaire, la méthode qui avait cours avant le Braille, méthode préconisée par Valentin Huy, dont je rappelle qu'il a dirigé en 1785 la première école jamais créée pour des élèves aveugles, et ancêtre de l'actuel INJA. Le relief linéaire dont Valentin Huy emprunte le principe à des expériences pédagogiques antérieures est le résultat de l'agrandissement et de la mise en relief de l'écriture de ceux qui voient. Écriture que j'appelle pour cette raison visuelle, au graphisme complexe fait de lignes droites ou lignes courbes ou encore les deux mêlées, d'où ce qualificatif de linéaire pour désigner sa mise en relief. Le relief linéaire obéit à un principe de réciprocité entre personnes aveugles et personnes voyantes, auquel Valentin Huy et ses suiveurs étaient attachés. Les aveugles lisent avec le doigt, les voyants avec les yeux. Le braille opère une rupture formelle en renonçant à cette ressemblance mimétique. Il est une écriture dite ponctuée, c'est-à-dire qui utilise des points, plus précisément les possibilités combinatoires de 6 points disposés dans une cellule qui a la forme d'un domino de 6. Rupture formelle qui ne concerne que l'apparence, car dans le fond, le braille réalise l'accomplissement du principe de réciprocité. Son codage respecte toutes les conventions de l'écriture visuelle. Orthographe, ponctuation, signes diacritiques, c'est-à-dire les caractères un peu particuliers comme les lettres accentuées, le E dans l'eau ou le C cédille, signes numériques et signes musicaux. Le relief linéaire était fastidieux à lire, le doigt se perdant facilement sur cette fine ligne de crête s'enroulant en tous sens et quasi impossible à écrire, alors que le braille, économe en moyens avec ses 6 points, facilite l'écriture, ce qui explique qu'il se soit vite propagé. Son usage a stimulé les études et a permis l'émergence au niveau international d'une élite active qui a milité pour l'émancipation intellectuelle et sociale des personnes aveugles. Dans une culture dominante fondée sur l'écrit, comme l'était la société du temps de Louis Braille, le braille a fonctionné comme un marqueur social, en permettant la requalification des, et je mets des guillemets, pauvres aveugles. La panthéonisation de Louis Braille fut le point d'orgue de la commémoration du 100e anniversaire de sa mort. Mort survenue le 6 janvier 1852, non loin d'ici, à l'infirmerie de l'INJA.
L'année 1952 fut l'année Louis Braille pour les institutions et les associations d'aveugles, non seulement de France directement concernées, mais aussi du monde entier, toutes mobilisées pour donner à l'événement un retentissement à la mesure de leur reconnaissance pour leurs héros fondateurs. Les cérémonies ont commencé le soir du jeudi 19 juin 1952 par un concert, ici même, dans cette salle. Elles se sont poursuivies le vendredi 20 juin par une messe à Notre-Dame de Paris. Certes, à l'époque, le catholicisme n'est plus religion d'État. Il n'en reste pas moins que Notre-Dame est le témoin privilégié des grands événements de l'histoire de France et que, en outre, d'illustres organistes aveugles ont été titulaires de son buffet d'orgue. Donc, messe à Notre-Dame, réception à l'hôtel de ville, visite de l'INJA et de l'association Valentin à Huy. Le samedi 21 juin, pèlerinage et cérémonie à Coupvray, le village de Seine-et-Marne où Louis Braille est né le 4 janvier 1809 et où il avait été inhumé. L'après-midi du samedi, un hommage solennel au grand amphithéâtre de la Sorbonne commença par une conférence de Pierre Henry, personnage emblématique de cette élite brailliste déjà évoquée, enseignant de l'INJA, spécialiste de la pédagogie adaptée et du braille, auteur de l'ouvrage « La vie et l'œuvre de Louis Braille, inventeur de l'alphabet des aveugles », qui fut publié pour l'occasion aux presses universitaires de France. Ensuite, Hélène Keller, venue spécialement des États-Unis d'Amérique, prononça de sa voix syncopée de sourde démutisée une allocution pour exprimer tout le bien qu'elle pensait du braille. Je me permets ici un aparté pour évoquer une dame qui m'est chère, devenue aveugle après avoir été toute sa vie très malvoyante, brailliste fervente, qui m'a raconté avoir assisté à cette allocution d'Hélène Keller. Devant ma curiosité, elle était confuse d'avouer n'avoir absolument rien écouté des propos de l'oratrice, tant elle était occupée à scruter, placée au premier rang, comment Hélène Keller, qui avait une réputation de grande élégance, était habillée, et d'ajouter combien elle-même était coquette, ce qu'elle n'avait guère besoin de préciser. Ce témoignage, aussi anecdotique et genré qu'il paraisse, me touche infiniment, parce qu'il raconte des femmes qui ne veulent renoncer à rien, qui veulent offrir aux autres ce dont elles-mêmes sont privées. Pour Hélène Keller, sa parole, puisqu'elle était sourde, et comme cette dame, son image, puisqu'elle était aveugle. Revenons à Louis Braille. Le cercueil contenant sa dépouille était arrivé à l'INJA dans la soirée du samedi. Il avait été veillé toute la nuit à tour de rôle par les élèves et le personnel de l'institution. Le lendemain, dimanche 22 juin, le cortège s'était formé devant le 56 boulevard des Invalides. Le convoi s'était ébranlé aux notes de la marche funèbre de Chopin. Suivait à pied, sous un grand soleil, une marée humaine en marche pour le Panthéon. Élèves, professeurs, représentants des institutions et des associations. Une femme avait pris la tête du cortège. C'était la directrice de l'association La Lumière par le Livre. On crut qu'elle était la veuve de Louis Braille, m'a raconté avec malice une autre dame qui avait, elle aussi, vécu l'événement. Cette personne qui me prêtait généreusement ses mains à chaque fois que j'avais besoin de lire du braille se souvenait avec émotion qu'à 4 heures du matin, elle avait pris son tour de veille auprès de Louis Braille. Louis Braille aura eu ce bonheur d'avoir été estimé de son vivant. René Alexandre Pigné, directeur de l'institution, pendant la majeure partie du temps que Louis Braille y a passé, a toujours soutenu les recherches de son élève, devenu enseignant. C'est lui qui a pris sous la dictée de Louis Braille le texte du procédé pour écrire les paroles, la musique et le plein chant. Imaginons cette scène incroyable, à une époque où les différences sociales et hiérarchiques étaient bien plus marquées que de nos jours. Un jeune homme inconnu de 20 ans, fils d'un artisan bourrelier de province, devenu accidentellement aveugle à l'âge de 3 ans, qui énonce le résultat de ses recherches sur un codage tactile de la langue écrite, et à ses côtés, attentif, un homme mûr de 44 ans, un notable, qui l'écoute attentivement et qui note. Le précieux manuscrit de ce texte fondateur est conservé dans les archives de l'INJA. La première édition du procédé, celle de 1829, ayant été rapidement épuisée par de nombreuses demandes, tant de France que de l'étranger, une seconde édition revue et corrigée est imprimée 8 ans après, en 1837.
Louis Braille y anticipe l'exportation de son procédé. Il présente la prière catholique du Pater Noster en braille et en 6 langues, dont certes une morte, le latin, encore qu'elle soit la langue universelle des botanistes, mais les autres bien vivantes, français, italien, espagnol, allemand, anglais. René-Alexandre Pigné a envoyé un exemplaire de cette seconde édition à plusieurs institutions étrangères. Philadelphie, Glasgow, Édimbourg, Madrid, Pest, Copenhague, Naples, Milan. Pierre-Armand Dufaux, qui a succédé à René-Alexandre Pigné à la direction de l'INJA, a demandé la Légion d'honneur pour Louis Braille. Preuve, s'il en fallait, que son entourage était parfaitement conscient de l'importance du braille. Mais pas encore la société civile à la traîne, la décoration ne fut pas accordée. La vie de Louis Braille fut brève, du 4 janvier 1809 au 6 janvier 1852, 43 ans et 2 jours, et bien remplie, en dépit de la tuberculose qui l'emportera et dont les premiers signes se sont déclarés quand il avait 26 ans. Heureusement, il était précoce. Il a commencé à travailler sur les points dès 1821. Il avait 12 ans. En 1825, son procédé, à l'usage des aveugles et de seuls, le braille était prêt, il en avait 16. Louis Braille ne s'est pas limité à ce seul procédé. Il en a conçu un second qui utilise les points pour configurer l'écriture visuelle et correspondre ainsi avec les voyants de manière autonome. Ce nouveau procédé dessine le contour des caractères visuels avec au maximum 10 points en hauteur, d'où ce terme de décapoint pour le nommer. Enseignant de plusieurs disciplines, mais davantage porté vers les scientifiques, il a rédigé 2 ouvrages d'arithmétique. Il a suivi des cours à l'extérieur de l'institution, en particulier de mnémotechnie, pour en faire profiter ses élèves. Organiste, il a tenu le buffet de l'église Saint-Nicolas-des-Champs, rue Saint-Martin, dans le 3e arrondissement de Paris. Puis, non loin d'ici, rue de Sèvres, celui de la chapelle de la maison mère des missionnaires lazaristes. Il a travaillé avec ses camarades et ses collègues à la fabrication et à l'amélioration des matériels pour écrire ces 2 procédés, le braille et le décapoint. Enfin, il a rédigé nombre de courriers qui sont conservés dans les archives de l'INJA et de l'association Valentin à Huy. Je laisse à Pierre-Henry le mot de la fin. Lors de sa conférence prononcée le samedi 20 juin 1952 à la Sorbonne, il disait ceci. « Aujourd'hui, à propos de Braille, on parle volontiers d'inspiration géniale, mais, pour reprendre la célèbre parole de Pasteur, son génie, après tout, ne fut qu'une longue patience, ce qui n'enlève rien à sa gloire, bien au contraire, une longue patience aiguillonnée, soutenue par un intime et profond besoin de créer. J'ajouterai à cette longue patience et à ce besoin de créer, qualité de l'homme Louis Braille, qu'il faut à l'innovation un environnement favorable. Le Braille n'est pas tombé du ciel sur Louis par un heureux hasard. Il est l'aboutissement de travaux entrepris depuis des siècles pour permettre aux personnes que leur cécité ou leur malvoyance empêche de lire et d'écrire, d'avoir accès à l'écriture, à l'éducation, à la culture. Le Braille et la postérité qu'a donné Louis Braille au rêve, non seulement de Valentin Huy, mais aussi de beaucoup d'autres héros ordinaires de l'existence, anonymes ou oubliés, voyants ou aveugles, ils ont œuvré pour que tous nous ayons le meilleur monde possible en partage. J'ai presque fini. Et je sais que le temps est compté. Je n'ai rien dit de Charles Barbier à dessein, il est celui par qui les points sont arrivés. Un acteur capital et injustement méconnu de cette histoire de la conception du Braille. Je n'en ai rien dit parce que je laisse à Philippa Campsi, qui va parler à ma suite, le soin de le réhabiliter, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Elle a réalisé à son sujet un remarquable travail d'investigation au plus près des sources. Alors, rien n'est jamais acquis, les sociétés sont fragiles et la culture n'a qu'elle pour se défendre. Le partage des codes d'aujourd'hui passe par la maîtrise des nouvelles technologies qui privilégient une accessibilité visuelle et orale. Le braille est coûteux, mais peut-on faire l'économie de l'écriture, ce lieu de l'intime qui nous ramène à nous, et ce moyen de communiquer qui, au-delà du temps et de l'espace, nous relie aux autres? Alors vive Louis Braille, qui a changé le destin des personnes en situation de handicap visuel, et vive aussi tous ceux qui, à leur mesure, lui ont permis d'être ce codeur d'écriture, qui l'ont influencé, soutenu, aidé, bref, qui l'ont aimé. Merci de votre écoute et je pense que j'ai parlé dans le temps imparti. Merci beaucoup.
Bravo. Merci beaucoup pour ce récit. Alors, sachez qu'on a énormément de chance ce matin parce qu'on a quelqu'un qui était présent en 1952 pour la panthéonisation. Quelqu'un qui avait environ 11 ans, qui était élève à l'Institut des jeunes aveugles à l'époque, et donc qui s'appelle Gilbert Urès, qui a eu la gentillesse de venir jusqu'à Paris ce matin. Il a pris le train exprès. Franchement, ça mériterait presque une standing ovation. En tous les cas, merci beaucoup. Et on va vous laisser lire le texte que vous avez préparé pour évoquer ce souvenir qui est évidemment marquant. Témoignage de monsieur Gilbert Urès. Ancien élève de l'Institut national des jeunes aveugles, il était présent lors de l'entrée au Panthéon de Louis Braille en 1952. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, tout d'abord un grand salut à vous tous. C'est pour moi une grande émotion et aussi un grand plaisir de me retrouver parmi vous dans cet INJA que j'ai habité de 1950 à 1962. Alors j'entends tout de suite le calcul dans vos têtes. Voilà, mais ça doit être un vieillard, celui-là. C'est un vieillard. Voilà. Il y a 70 ans, en 1952, j'ai eu l'honneur de participer à la cérémonie du transfert des cendres de Louis Braille de Couvray, son village natal, au Panthéon. Nous avons donc arpenté, dans un immense défilé piéton, les rues de Paris, entre le boulevard des Invalides, ici, et la montagne Sainte-Geneviève. Il a dû y avoir ensuite un certain nombre de prises de parole dont ma petite tête de 11 ans ne se souvient pas. Il me reste le souvenir d'une grande fête à laquelle nous étions très fiers, mes copains et moi, de participer. 2 soirées avaient été organisées à l'INJA en hommage à Louis Braille. Pour l'une d'entre elles, présidée par un représentant du président de la République, à l'époque c'était Vincent Auriol, le président de la République, j'avais été pressenti par mon enseignante pour dire un poème à la gloire de Braille, écrit par Madame Suzanne Mazet plutôt, en 1952. Malheureusement, à ma grande déception, au lit avec une angine, je n'avais pas pu y participer. La classe où Braille a enseigné, où j'ai moi-même suivi des cours de violon, est à 30 mètres de la salle où nous sommes réunis, tout près d'ici. Comme vous le savez, cette salle où nous sommes porte le nom d'André Marchal. Peut-être certains ne savent plus qui est André Marchal. C'est donc un célèbre organiste virtuose qui a fait une brillante carrière internationale de concertiste. J'ai eu l'honneur de l'avoir pour professeur entre 57 et 59. Mais cette salle que nous appelions avant la grande salle, avant qu'elle s'appelle André Marchal, reste pour moi et pour les gens de ma génération le lieu de tant de souvenirs. La distribution des prix, suivie des vacances bien sûr. Peut-être que ça se fait toujours, j'en sais rien. Les répétitions de chorale avec Jean Langlais, un compositeur aveugle bien connu. Les examens de musique de fin d'année jugés par des professeurs du CNSM. Sans oublier l'arbre de Noël animé par Jean Nohain, tandis qu'un surveillant de l'INJA, dans le rôle du Père Noël, descendait de la tribune sur la scène à l'aide d'une corde lisse. Ça, on ne le fait plus aujourd'hui, je pense. Ah, c'était quelque chose. J'ai, comme vous tous ici, une vénération particulière pour Louis Braille, un homme génial et modeste à la fois.
qui nous a permis de sortir de l'obscurantisme et de conduire des vies intégrées et même inclusives, selon le terme actuel, à la société de tous. La recherche de cette intégration que nous avons tous faite, familiale, professionnelle, citoyenne, sociale, la normalisation de la personne handicapée visuelle est un vrai combat de tous les jours. On le sait, tout au long de la vie. Il n'est jamais terminé ni gagné définitivement. La cécité devient un moteur. Que vive longtemps, très longtemps, éternellement, la mémoire de ce génie qui nous a donné et qui nous donne toujours les armes du combat, l'espérance et la dignité. Bravo, bravo et merci pour ce discours incroyablement moderne. Et accessoirement, je pense que vous aurez donné quelques bonnes idées à Stéphane Gaillard pour les prochaines fêtes de Noël. On va maintenant visionner la vidéo dont parlait Noël Roy il y a quelques minutes de Philippa Camsi sur l'usage des points et Monsieur Barbier. Et on se retrouve juste après. Éclairage sur les rapports entre Louis Braille et Charles Barbier par Philippa Camsi, professeur adjoint à l'Université de Toronto au Canada. Je voudrais ajouter quelques mots sur les contributions de Charles Barbier à la réalisation du système Braille. D'abord, tout le monde reconnaît que c'est Barbier qui a conçu l'idée d'écrire en points saillants d'une façon qui ne ressemblait pas au caractère conventionnel. Il a créé un code pour écrire et des moyens de l'écrire sans crayon ni plume. Bien sûr, le code créé par Braille est infiniment meilleur, mais le code très simple de Barbier contenait les germes de l'idée. Avec ce code, les étudiants de l'institution ont prouvé que lire et écrire avec l'aide des points saillants était possible. Mais peu de gens semblent savoir que Barbier avait créé cette méthode spécifiquement pour les aveugles. Une histoire a été répandue qu'il l'avait créée pour les militaires, pour écrire et lire dans l'obscurité. Mais c'est un mythe. La preuve de ses véritables intentions se trouve dans un petit livre datant de 1815 qui est au musée de l'association Valentin Hauy. Et il se trouve en ligne, où tout le monde peut le lire, sur Google Books. Le titre du livre est « Essai sur divers procédés d'expéditive française ». Dans ce livre, où il explique la méthode pour écrire en points saillants, Barbier indique clairement ses intentions. Les aveugles de naissance, privés comme les autres des moyens de pouvoir jamais lire nos livres ni notre écriture, éprouvent en outre les plus grandes difficultés à tracer correctement les figures de nos lettres. L'écriture ponctuée, exécutée sans encre ni crayon, avec une roulette métallique de ponctuation régulière dont les soubresauts se font sentir à la main et les traces restent sensibles au toucher, paraît leur offrir plusieurs avantages. La preuve se trouve également dans le procédé de Louis Braille de 1829, dans lequel il parle de l'ingénieux procédé d'écriture au moyen de points inventé par M. Barbier spécialement pour les aveugles. Il est aussi bien reconnu que c'est Barbier qui a inventé les outils pour écrire avec les points saillants. La réglette,
Le guide-main, le poinçon. Au cours de sa vie, Charles Barbier en a donné des centaines aux étudiants de l'Institution royale des jeunes aveugles. Ces outils étaient essentiels à la création du système Braille. Finalement, Charles Barbier a encouragé Louis Braille. Les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois en 1833, 4 ans après la publication du premier procédé de Braille, quand Braille avait 24 ans. Barbier a lu le livre et immédiatement il a écrit à Braille pour le féliciter. Barbier et Braille entretenaient des relations amicales et Braille a rendu visite à Barbier plusieurs fois. La preuve se trouve dans les lettres qu'ils ont échangées qui sont conservées à la bibliothèque de l'Institut national des jeunes aveugles. Encore une fois, un mythe s'est forgé selon lequel ils se seraient rencontrés lorsque Louis Braille était très jeune. Braille avait critiqué l'œuvre de Barbier et Barbier se serait fâché par ses critiques. Mais cette rencontre n'a jamais eu lieu. Les lettres échangées entre les deux en témoignent. Par exemple, Barbier a écrit « C'est Monsieur Louis Braille, jeune élève aujourd'hui répétiteur à l'Institut royal de Paris, qui le premier a eu l'heureuse idée de réduire l'écriture ponctuée à l'usage d'une réglette rayée de 3 lignes. Les caractères tiennent moins de place et sont plus faciles à lire. » Charles Barbier a applaudi les améliorations apportées par Braille. Maintenant, c'est à nous d'applaudir le travail de Barbier sur lequel repose le système Braille. Merci. Un grand merci à la chercheuse canadienne Philippa Camchi pour cette mise au point. Bravo donc Louis Braille et Monsieur Barbier. On va continuer à parler du braille évidemment, mais cette fois autour du braille musical, de l'écriture musicale, parce que nous avons Sarah Morley-Wilkins qui va évoquer en fait un programme international pour développer encore plus l'écriture musicale en braille. On écoute ou on regarde sa vidéo. Intervention du docteur Sarah Morley-Wilkins, Project Manager Daisy Music Braille Project depuis le Royaume-Uni. Hello everyone, I'm Dr. Sarah Morley-Wilkins, the Project Manager and User Experience. Chef de projet, consultante et expérience utilisateur pour le projet Daisy Music Braille. Je remercie l'INJA et le CFP-SAA de m'avoir invité à participer à votre événement. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler des progrès autour du braille musical. Lors de cet événement singulier, je n'ai besoin de rappeler à personne que le braille est vital pour de nombreuses personnes aveugles, pour leur éducation, activités professionnelles et loisirs. Vous saurez également à quel point les partitions en braille sont nécessaires aux musiciens avec une déficience visuelle autour du monde, qui ont besoin de braille musical pour étudier, apprendre des morceaux ou encore en composer. Il s'agit aussi bien de braille sur papier que de partitions numériques affichées sur une plage braille. Les musiciens aveugles peuvent bien sûr écouter des enregistrements et jouer des partitions numériques dans des programmes de notation s'ils sont accessibles. Mais pour de nombreux musiciens, il est essentiel qu'ils puissent étudier des morceaux en profondeur en ayant accès à chaque élément d'une partition du bout des doigts. Il y a environ 5 ans, les acteurs du secteur ont constaté avec inquiétude que le braille musical n'était pas suffisamment utilisé ou produit, en raison du départ à la retraite des transcripteurs et des enseignants experts, et à cause des limites des outils et des normes de format de fichiers. Un groupe d'organismes spécialisés, sous l'égide du consortium Daisy, a créé un projet visant à assurer l'avenir du braille musical, par le biais de plusieurs interventions stratégiques, dans le but de la rendre plus accessible à un plus grand nombre de musiciens dans le monde. Nos recherches ont permis d'identifier les besoins du secteur et nous avons élaboré une série d'interventions stratégiques pour y répondre.
Tout d'abord, nous disposons désormais d'un outil de conversion automatique de partitions en braille en ligne, Make Braille, proposé par DZB Lesen, le centre allemand pour la lecture accessible. Il est destiné aux bibliothèques braille, aux maisons de production et convertit des fichiers numériques de haute qualité en fichiers braille prêts à être embossés ou lus sur une plage braille. Deuxièmement, les musiciens aveugles eux-mêmes disposeront bientôt d'un outil de notation et d'édition musicale gratuit et entièrement accessible, compatible avec le braille, grâce à la création de Sao Mai Braille par le Centre pour aveugles de Sao Mai au Vietnam et de l'éditeur de notation grand public Muscore. Troisièmement, la norme de format fichier musical Music XML comprend désormais davantage de balises, utiles lors de la conversion de fichiers en braille. Et ce, grâce à notre travail avec le W3C, les logiciels de notation musicale grand public, et grâce à l'amélioration des pratiques d'édition des compositeurs et des graveurs. Quatrièmement, les organismes internationaux spécialisés et les maisons de production peuvent plus facilement produire et accéder à des partitions braille pour répondre à la demande locale, grâce à un nouveau réseau de production de braille musicale. Cinquièmement, comme de nombreux pays ont signé et mis en œuvre le traité de Marrakech, un nombre croissant de fichiers sont disponibles dans des recueils en ligne. Toutefois, il n'est pas toujours facile de trouver la partition exacte recherchée. En collaboration avec les principaux recueils, nous proposons l'adoption de métadonnées spécifiques pour les fichiers en braille afin de rendre les recherches plus efficaces. Notre dernière intervention stratégique est d'essayer d'aider les enseignants et les utilisateurs à trouver des ressources d'enseignement et d'apprentissage de qualité en les orientant vers des ressources internationales. Nos interventions stratégiques ont sans aucun doute contribué à assurer l'avenir de la production et l'utilisation du braille musical. Mais il y a d'autres opportunités à saisir au-delà de notre projet qui se termine en décembre. Voici nos recommandations. Les organismes devraient continuer à recruter et former des transcripteurs et des enseignants de braille musical et à promouvoir le contenu d'enseignement et d'apprentissage au niveau international. Donner des retours aux développeurs de logiciels et de matériel informatique et tester de nouvelles plages braille avec des partitions afin que des améliorations puissent être apportées en continu. Continuer à inciter les éditeurs à créer des partitions musicales accessibles dès la création et à alimenter les recueils en ligne avec des fichiers et métadonnées de qualité. Poursuivre le développement du réseau dans le secteur de la production de braille musical et des ressources pour aider les utilisateurs à lire des partitions produites au niveau international. Enfin, influencer et participer au progrès de l'intelligence artificielle dans la numérisation et la conversion des livres en format accessible. Pour conclure, nous pensons que notre travail de collaboration a contribué à assurer un avenir meilleur au braille musical pour les musiciens jeunes et adultes du monde entier. Nous sommes impatients de voir les progrès se poursuivre. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez en savoir plus sur le projet, les outils et sur les activités que j'ai décrites et rejoindre notre liste de diffusion sur notre site www.daisy.org/musique-braille ou encore nous envoyer un courriel à musiquebraille@daisy.org. Nous serions ravis de rester en contact. Merci beaucoup. Braille musical et harmonisation. Merci beaucoup, Dr Sarah Morley-Wilkins. S'il y a des questions, on pourra peut-être lui poser après. J'en profite pour faire une aparté. C'est vrai que moi, mon rêve aujourd'hui, ce serait de pouvoir ouvrir un document PDF avec les partitions qui aujourd'hui sont toutes numérisées et d'avoir en dessous la notation braille qui s'affiche sur la plage braille en propre et que je puisse comprendre facilement. Et ça fait partie des grands enjeux, braille numérique, nouvelles technologies, etc., qu'on va d'ailleurs aborder aussi avec nos deux autres intervenants en présentiel, comme on dit. Eric Aubin, que beaucoup connaissent bien, j'imagine, à l'INJA, puisque Eric, vous êtes enseignant ici à l'INJA, mais avant vous avez aussi enseigné auprès des adultes, enseignant de braille. Et pour résumer la carte de visite, toutes les commissions sur la place du braille, le développement du braille, etc., vous y êtes. Discussion avec Eric Aubin, professeur de braille à l'Institut national des jeunes aveugles, sur la thématique « Enseigner le braille, du papier au smartphone ». Alors, le braille évolue, musique, scientifique, et puis aussi, par exemple, il y avait Gilbert Urès tout à l'heure, il a pris mon numéro de téléphone, il a noté mon numéro de téléphone à la tablette.
Ce qui m'a beaucoup émue, parce que alors moi, la tablette, je ne sais pas m'en servir, hein, ou du moins quand j'étais petite, c'était un truc, ça me paraissait un petit peu barbare, et je n'ai pas été formée à la tablette, j'étais direct sur la Perkins. Bon, parenthèse mise à part, si le braille évolue, Eric, la pédagogie doit évoluer. Tout à fait, la pédagogie du braille, il est important qu'elle évolue. On n'apprend plus tout à fait le braille de la même manière maintenant et il y a 50 ans, comme moi je l'ai appris quand j'étais jeune. D'abord, ce qui est important à dire, c'est qu'on essaye d'aller dans l'apprentissage du braille, dans l'enseignement du braille, du papier au smartphone. Hein, le papier garde une vraie importance. Hein, il y a un attachement un petit peu émotionnel à l'objet livre. Ça permet aussi notamment d'être plus à l'aise sur la lecture, par exemple, de poèmes. L'espace page est important. Mais de plus en plus, on apprend aussi aux élèves ici, et à l'INJA comme ailleurs d'ailleurs, à utiliser des blocs-notes, à utiliser du braille sur support numérique, plage tactile, bloc-notes. L'intérêt, il est double. D'abord, c'est un outil de travail qui garde son intérêt, et c'est aussi un outil de communication qui est essentiel. Les élèves, par le biais de leur plage tactile ou par le biais de leur bloc-notes, peuvent écrire des mails, peuvent recevoir des mails, peuvent avoir, bien sûr, c'est un outil de travail, mais le braille devient encore plus qu'avant un outil de communication. Moi, dans mon jeune temps, quand j'écrivais en braille, par mes copains aveugles, c'était compliqué. Aujourd'hui, avec mon plage tactile, mon clavier Perkins, je peux envoyer un mail ou à n'importe qui. J'insiste aussi, on est en train de travailler beaucoup. On tâtonne beaucoup aussi sur la mise en place de l'utilisation du smartphone dans l'apprentissage du braille, qui est vraiment une révolution parce que pour le coup, pour les élèves, ça fait sens. C'est-à-dire faire du braille sur une Perkins, ok, mais aujourd'hui, au XXIe siècle, les élèves sont de plus en plus connectés, et si on arrive à leur dire que le braille, ça va être aussi utile pour rentrer en lien avec leur père ou rentrer en lien avec les autres, par le biais du smartphone, c'est extrêmement important. Ouais, par exemple, en évitant comme ça de dicter les messages à Siri, pour pas que tout le monde entende. Pour pas que tout le monde entende. Alors, j'ai une petite anecdote. Moi, je suis une jeune en inclusion scolaire, et c'est par le biais du smartphone qu'elle a continué à apprendre l'abrégé. Elle s'est d'abord posé la question de savoir si l'abrégé était utile. On a organisé, je rassure Monsieur Gaillard et Madame Hainaut, responsable pédagogique et directeur, on fait pas tout le temps ça, mais elle a rassemblé ses copines. On a fait une espèce de petite battle de braille abrégé, comme ça, et elle s'est rendue compte qu'avec son abrégé et son clavier, son écran devenant clavier Perkins, elle allait aussi vite dans les LOMO, comme beaucoup des choses comme ça. Elle s'est donc dit, ça vaut le coup que j'apprenne le braille abrégé, et au lieu de faire les exercices du professeur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a utilisé l'abrégé pour aller sur les réseaux sociaux, et c'est comme ça qu'elle a intégré son abrégé. En tout cas, qu'elle l'a peaufiné. Je me demandais aussi, c'est vrai que de plus en plus, notamment pour ceux qui perdent la vue, on se dit, il y a la synthèse vocale, tout est lu, on dicte. Comment on fait pour que le braille garde sa place? Je crois qu'il faut surtout dire aux gens, le braille, c'est pas l'outil unique. Les déficients visuels bien outillés vont savoir jongler entre les différents outils. Il y a des outils pour des tâches pour lesquelles le braille est absolument nécessaire, la correction orthographique, par exemple. Construire sa pensée, c'est aussi important de passer par l'écrit. Par contre, quand on reçoit, 50 mails le matin, pour avoir une lecture rapide et en diagonale, peut-être que là, la synthèse vocale. Donc, on y arrive en disant aux gens, le braille est un outil, mais ce qui va être important, c'est que tu saches piocher dans les différents outils pour véritablement faire la bonne tâche avec le bon outil. Je voudrais rajouter sur l'importance de la formation. Je crois que ça va être très important de continuer à former des enseignants à l'apprentissage du braille. Il ne suffit pas d'être aveugle ou d'être voyant. Voyant comme aveugle, il est important qu'on continue à former les enseignants pour qu'ils puissent transmettre le braille. Ça, je pense que c'est vraiment important, et c'est aussi ce qui va permettre de faire que le braille se diffuse, à la fois dans le développement des livres, des choses comme ça, mais aussi dans la capacité de transmettre le braille. Merci beaucoup, Eric Aubin. Intervention de Kevin Carey, responsable du Conseil mondial du braille depuis l'Angleterre. Bonjour, je m'appelle Kevin Carey et j'ai été président du Conseil mondial du braille de 2016 à 2020. Charles Dickens a commencé son roman A Tale of Two Cities avec cette phrase sentencieuse. C'était le meilleur des temps. C'était la pire des époques.
Et je pense que l'on peut en dire autant de l'état du braille dans le monde. D'une part, il y a maintenant des écrans braille qui coûtent moins cher qu'une Perkins. Avec l'avantage supplémentaire qu'ils sont des lecteurs de livres numériques qui permettent à un écolier d'avoir tout son programme sur une carte SD. Il y a maintenant plus de 2000 afficheurs braille bon marché entre les mains d'enfants aveugles en Afrique de l'Est, ce qui permet d'économiser un coût énorme en papier braille et dans la distribution des impressions de braille papier. Et en principe, les enfants peuvent écrire des fichiers et les traduire en fichiers texte à transmettre aux enseignants. Par ailleurs, il existe maintenant un logiciel de traduction en braille gratuit pour les particuliers et les organisations de tous les pays, sauf les plus riches. Les réactions officielles à ces deux développements, les écrans braille bon marché et les logiciels de traduction gratuits, ont été très médiocres. Mais d'autre part, lorsque je travaillais sur la distribution de ces écrans bon marché en braille, j'ai trouvé des centaines d'enfants aveugles piégés dans des classes séparées pendant les 5 premières années de leur vie scolaire. Apprenant à lire et à écrire le braille abrégé comme une deuxième et souvent même une troisième langue. Ainsi, au lieu d'apprendre le braille, qui peut leur donner accès au programme d'études, cela les tient à l'écart de ce programme. Il peut y avoir quelques cas d'enfants apprenant à lire le braille abrégé à l'école secondaire, mais comme leur objectif est de produire des fichiers texte pour les enseignants, il n'y a aucune raison pour qu'ils apprennent à l'écrire. Dans le même temps, le nombre d'enfants aveugles dans les pays développés capables d'apprendre à lire et à écrire le braille tombe à près de 0. Il y a des compétences de base en braille dans le système qui pourraient bientôt être perdues. Un signe avant-coureur de ce danger est la mort presque certaine de la musique braille. En 2017, j'ai essayé de promouvoir un changement d'orientation officielle pour remédier à cette situation, mais mes efforts ont été bloqués. 5 ans plus tard, la situation n'est pas meilleure. Nous avons besoin de toute urgence d'une commission de haut niveau sur l'avenir du braille mondial, incluant le Conseil mondial du braille, le ICDI, et des éducateurs de haut niveau non liés au monde de la déficience visuelle. Ils devraient travailler intensément pendant les 12 prochains mois et faire rapport d'ici à la fin du mois d'août 2023. Regard numéro 2, accueillons Emmanuel Gutmann, directeur général de Street Lab. Attention, on va parler science. Va falloir s'accrocher en termes de vocabulaire. Voilà, je suis prêt. Alors, vous travaillez à l'Institut de la Vision et plus précisément à Street Lab. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Bonjour, donc Emmanuel Gutmann. Donc je travaille effectivement dans l'écosystème de l'Institut de la Vision à Paris, qui est localisé au niveau de l'hôpital des 15-20 et qui est un centre de recherche universitaire pour lutter contre la cécité de presque 400 personnes aujourd'hui. Et donc moi j'ai créé avec José Sahel en 2012 le Street Lab. Donc le Street Lab en fait c'est une plateforme d'évaluation à destination des déficients visuels pour essayer d'évaluer le bénéfice thérapeutique de toutes les solutions que va proposer l'industrie pour voir si elle répond vraiment à des besoins et si on améliore la qualité de vie des personnes grâce à ces aides techniques. Des solutions de l'industrie ou de la thérapie ? Plutôt des industries, plutôt les inventions technologiques ? Il y a des deux. On peut être aussi bien sur l'approche thérapeutique, donc on va en parler après, des nouvelles approches thérapeutiques qui permettent d'essayer de redonner une vue à des personnes qui sont devenues aveugles, donc, ou aveugles de naissance, mais pour l'instant on travaille surtout sur des personnes qui ont perdu la vue, ou soit des aides techniques de la vie quotidienne qui vont améliorer l'autonomie. Alors, si on prend les innovations industrielles et votre rôle d'évaluation ou d'analyse, quelles sont les principales dynamiques en ce moment ? Alors sur l'approche thérapeutique qui donne le plus d'espoir aujourd'hui aux personnes qui sont non-voyantes, c'est tout ce qu'on va appeler les approches de thérapie génique ou vraiment de rétine artificielle. Donc je pourrais essayer de vulgariser rapidement.
Donc aujourd'hui, la rétine artificielle dans le monde, il y a à peu près 300 personnes qui ont été implantées. Donc c'est des personnes qui sont devenues aveugles, donc qui ont toute la circuiterie qui fonctionnait, donc le cortex visuel, le nerf optique et l'œil. Et c'est des personnes donc, qui ont eu des maladies génétiques, donc des dystrophies rétiniennes, notamment des rétines pigmentaires, qui ont perdu la vue et pour lesquelles on a pu, avec l'implant rétinien, greffer sur la rétine un circuit électronique qui communique via le nerf optique avec le cortex visuel. Et donc ces personnes-là portent des paires de lunettes donc, qui captent la scène visuelle. Donc la scène visuelle est traduite en signaux électriques qui viennent activer le circuit intégré et activer le cortex visuel. Et c'est des personnes aujourd'hui, donc on avait des implants à 60 pixels. Il y a plusieurs tests dans le monde aujourd'hui à 150, 250 pixels. Et pour se rendre compte un peu, c'est comme si on essayait d'identifier une scène avec 60 petits points lumineux. Et donc avec de l'entraînement, donc c'est des gens qui ont des entraînements très réguliers. Il y a des personnes qui viennent à l'hôpital des 15-20 presque une demi-journée par semaine pendant 18-24 mois. C'est des personnes qui, après entraînement, arrivent à suivre une ligne blanche au sol, on va dire, à percevoir un signal lumineux et à voir si un objet s'éloigne ou s'approche et puis détecter la présence d'un objet. Donc ça, c'est vraiment la rétine artificielle. Donc, c'est ce que vous me disiez quand on a préparé cet entretien. Vous me disiez un peu en fil conducteur, le braille, il y a de l'apprentissage et finalement, là, quand on réapprend à voir, il y a aussi, on est un peu sur cette ligne-là. Oui, ça demande un énorme apprentissage, une grosse volonté de la personne qui a eu cette chirurgie et c'est avec l'entraînement des professionnels de santé, donc les orthoptistes spécialisés en basse vision, et l'assiduité du patient qu'on arrive petit à petit à exploiter le signal. On sait aujourd'hui que ce soit en thérapie génique ou en rétine artificielle, c'est post-opératoire, la personne ne voit pas. Donc c'est grâce à son entraînement qu'elle va pouvoir petit à petit exploiter le système. Voilà. Donc là, on avait parlé de l'implant rétinien, et puis après, il y a d'autres voies en thérapeutique, c'est la thérapie génique. Donc là, l'Institut de la Vision a beaucoup communiqué en 2021 dessus, parce qu'il y a eu une première mondiale, donc ce qu'on a appelé l'optogénétique. Donc c'était à partir d'une molécule synthétisée par les algues sensibles à la lumière, qui a été transmise via la thérapie génique sur des yeux de patients qui sont devenus aveugles. Et donc, il y a quelques patients qui ont été injectés dans le monde. Et là, c'est pareil, avec de l'entraînement. Donc, il y a eu des vidéos qui ont circulé sur YouTube. Des personnes arrivent à reconnaître des objets, cette fois, à identifier la taille de l'objet, la distance par rapport à l'objet, et pareil, le sens du mouvement. Donc ça, c'est vraiment des approches thérapeutiques très sophistiquées. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans le monde qui en bénéficient, mais ça demande qu'à à se disséminer dans les décennies qui viennent. Et puis, il y a une nouvelle approche thérapeutique, pas plus compliquée, mais plus novatrice, on va dire, qui est la thérapie cellulaire. Donc là, c'est de greffer des cellules du patient, on va dire, non spécialisées, les rendre à nouveau sensibles à la lumière, et puis de voir si on peut réinjecter des cellules à des patients pour les permettre de revoir. Donc là, c'est 3 approches thérapeutiques en cours d'essais cliniques dans le monde. En espérant que ça pourra un jour aider toutes les personnes qui ont eu une dégradation de ça. Et puis après, à l'Institut de la Vision, il y a des approches encore plus complexes qui ont les personnes qui ont eu soit le nerf périphérique dégradé ou le système visuel non fonctionnel, où on va essayer de passer directement par le cortex. Donc là, c'est un peu plus amont, donc ça mettra peut-être quelques années de plus avant de faire des essais cliniques, mais on peut imaginer que cette fois, des gens qui ont eu la circuiterie dégradée puissent aussi en voir. J'étais récemment à l'Institut de la Vision et ce que vous disiez de toutes les façons, c'est que le nombre de personnes avec un handicap visuel va augmenter, mais de façon assez impressionnante finalement d'ici les 30 prochaines années. Alors c'est assez impressionnant parce que c'est des maladies dégénératives liées au vieillissement. Donc les projections de l'OMS, c'est d'un doublement des déficients visuels d'ici 2030 et une multiplication par 3 en 2050. Donc alors, c'est ce que j'avais précisé. Donc, d'après l'INSEE, aujourd'hui, en France, on aura autour d'1,7 million, 1,9 million personnes déficientes visuelles. Donc, pour la déficience de l'OMS, pour la déficience visuelle, c'est quand même des personnes qui peuvent encore utiliser leur sens de la vue, mais qui ont une vision binoculaire corrigée du meilleur œil inférieure à 3/10 et un champ visuel inférieur à 20 degrés. Donc, dans cette définition-là, l'INSEE estime qu'on est entre 1,7 million et 1,9 million de personnes en France, avec un doublement en 2030.
Donc on serait autour de 3,4 millions. Voilà. Et par contre, ce que prévoit l'OMS, c'est que le nombre de non-voyants, donc là, dans la définition OMS, c'est des personnes qui ont une vision corrigée du meilleur œil inférieure à 1/10 et un champ visuel inférieur à 5 degrés. Donc cette population devrait rester stable, du moins en Occident, sur les années à venir. Mais en tous les cas, le braille, vraisemblablement, on va en avoir besoin parce que les malvoyants, ça peut aussi forcément les aider à la lecture. Voilà. Donc nous, l'Institut de la Vision, on ne travaille pas du tout sur le braille, mais c'est vrai que tous les jeunes ou les adultes qui voudront améliorer leur autonomie par le braille devront apprendre le braille. Et puis après, nous, on a une approche de plus en plus industrielle, viennent nous solliciter sur ce qu'on va appeler des outils haptiques, en fait. C'est des ceintures qu'on peut mettre soit autour de la taille ou autour du cou, qui vont fonctionner. Alors souvent, ça fonctionne bien quand c'est couplé à une canne blanche, qui va faire un retour d'effort par rapport à l'environnement spatial. Et donc ça, c'est des outils qu'on est en train de tester. Donc on peut imaginer, c'est des ceintures avec des capteurs piézoélectriques, hein, et avec donc la personne porte toujours une caméra, et en fonction de la scène qu'elle voit, les capteurs vont plus ou moins s'enfoncer pour essayer d'orienter la personne. Ça fait mal, non? Ou comment ça se passe? Non. Mais alors on parle de 3 mm hein, quand ça s'enfonce. Ça c'est de l'acupuncture en même temps en temps réel, ça peut être pas mal. Mais... C'est exactement. Alors les personnes qui ont testé sont pas du tout gênées. À la limite, les seules limites de ça, c'est les personnes qui transpirent beaucoup, les jours il fait chaud, donc ça plante le système. Mais bon, on parle de 2 à 3 mm. Et ça indique quoi en fait? En fait, il faut imaginer une ceinture avec des centaines de... Un peu, c'est vrai que l'acupuncture est une bonne comparaison, de petites pointes et qui s'enfoncent de 2 à 3 mm en fonction de l'orientation. Donc ça permet de suivre une ligne, par exemple, ou d'aller à gauche, à droite. On peut essayer de reconnaître des formes, mais on a vu que c'était assez compliqué. Mais ça permet de coupler à une canne blanche, ça peut être une bonne aide à la mobilité. D'accord, c'est vrai que les aides à la mobilité font aussi partie des grands chantiers innovants, que ce soit les cannes, les Rango, tout ce que fait GoSense, tout ce qui est les GPS, Envibe, etc. Ça fait partie vraiment de vos champs d'action, de vos champs de réflexion. Donc en fait, ce que demandent en général, c'est des sociétés d'ingénieurs, ils ont besoin d'une approche clinique pour être sûr que ce qu'ils ont imaginé en labo, avec souvent une personne déficient visuel qu'ils connaissent bien, de voir si ça peut être validé en tant que dispositif. Donc la force qu'on a, nous, à l'Institut Vision et Street Lab, c'est qu'on a à peu près 2000 personnes déficientes visuelles qui sont un peu considérées dans ce qu'on appelle des patients experts. Donc c'est des patients suivis par les 15-20 ou qui côtoient beaucoup les associations et qui ont envie de participer à la recherche. Donc ce qu'on leur demande, c'est quand il y a un protocole, c'est une fois qu'ils ont signé le consentement éclairé avec le médecin, c'est de suivre le protocole et de faire remonter toutes les critiques du dispositif et de répondre à des questionnaires. Et on a des équipes, grâce aux plateformes de Street Lab, où on peut avoir ce qu'on appelle des données vraiment objectives, ce qu'on utilise dans l'industrie du cinéma d'image de synthèse, c'est des capteurs de mouvement. Donc on peut analyser de manière très précise la trajectoire, les échecs dans la trajectoire, la stratégie du regard des personnes quand elles utilisent le dispositif. Et ça nous permet de conclure de manière objective, donc sans le ressenti de la personne, si l'aide technique lui a apporté quelque chose ou pas. Vous êtes combien dans l'équipe? Donc le Street Lab, on est 25 personnes. D'accord. Donc un gros groupe d'ingénieurs, des ergonomes, ergothérapeutes, et puis un groupe d'orthoptistes qui travaillent beaucoup avec l'hôpital des 15-20. Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel, pour cette présentation. Regard numéro 3 avec Madame Martina Bell Williamson, présidente de l'Union mondiale des aveugles, en direct depuis la Nouvelle-Zélande. Bonjour Madame, vous êtes la présidente de l'Union mondiale des aveugles. C'est vraiment un honneur de vous avoir avec nous sur ce plateau connecté depuis la Nouvelle-Zélande. Bonjour, it is now Martina Abel Williamson. Bonjour, je m'appelle Martina Bell Williamson, je suis présidente de l'UMA. Merci de m'avoir invitée aujourd'hui pour cet événement. Il est très tard ici chez nous. Je me souviens d'être allé à Paris pour le bicentenaire de la naissance de Louis Braille en 2009.
Everybody knows about Braille, and many people Je here souhaiterais are aujourd'hui vous more parler de technically Braille. skilled than I am. Tout le monde connaît Braille, bien sûr, et je pense que vous êtes plus compétent que moi en ce domaine. Mais en tout cas, je vais partager avec vous mes impressions concernant la personne de Louis Braille. À l'âge de 5 ans, j'ai commencé à apprendre le Braille puisque je suis né aveugle. À 6 ans, ma mère, qui était célibataire, a acheté une Perkins et a commencé à communiquer avec moi. Pour moi, c'est ce que j'appelle la normalisation du Braille dans ma vie. Ma mère pouvait m'écrire comme un autre parent aurait pu écrire à son enfant. Moi, je ne pouvais pas lui parler. J'étais dans une école spécialisée pour les aveugles à plus de 1000 km de chez moi. Je vais vous parler de Louis Braille et vous dire qu'il a été pour moi une inspiration. Quand Louis Braille est né, Simon, son père, a dit à ses voisins « Mon enfant sera un enfant des livres, il sera soit prêtre, soit professeur. » Évidemment, son père a eu le luxe de pouvoir déclarer cela car il avait un autre fils plus âgé dont il espérait qu'il prendrait sa suite dans son atelier. Ces paroles étaient prophétiques car, comme nous le savons tous, Louis Braille n'aurait pas pu travailler dans cet atelier. En tout cas, Dieu soit loué qu'il ne soit pas devenu prêtre, parce que sinon, qui aurait inventé le Braille ? Je veux revenir sur cette phrase de Simon, le père de Louis Braille. Il a dit « Mon enfant sera un homme des livres ». C'est peut-être un commentaire à l'emporte-pièce, mais je crois que nos parents, par leurs attentes, nous aident à atteindre nos objectifs. Lorsque je suis né, j'étais la première aveugle dans ma famille et personne n'a pensé que je n'arriverais à rien faire de mon existence. Et c'est pareil pour Louis Braille. Depuis le jour où il est né, son père a dit qu'il sera un enfant des livres, ce qui veut dire que les parents doivent placer la barre haute pour leurs enfants, quels qu'ils soient. Je vais maintenant vous parler de Louis Braille et de sa mort en 1852. À ce moment-là, son code n'était pas accepté en Europe et ne l'a pas été jusqu'en 1878, soit 26 ans après son décès. Ce devait être difficile pour Braille de vivre dans une société où son travail, sa recherche n'était pas reconnue pleinement. Cependant, il a gardé son cap et sa vision. Quelques mois avant de mourir, et je rappelle qu'il est mort jeune car il souffrait de la tuberculose, il a déclaré « Je crois que ma mission sur Terre est accomplie. » Je ne crois pas qu'à son âge, j'aurais pu en dire autant. Et mourir si jeune est très triste. Mais quand on peut quitter la vie en disant cela, c'est tout de même très bien. J'ai lu que quand il était en fonction, les gens testaient le Braille et se demandaient comment on pouvait lire aussi vite. Je pense que le système Braille était précis. Sur son lit de mort, une boîte a été trouvée avec tout ce qu'il restait de lui, sa correspondance, ses notes. Et sur cette boîte en bois, il y avait la mention « à brûler ». Bien évidemment, comme dans toutes les histoires, les gens ont ouvert cette boîte et ont découvert ses notes. Ainsi, nous savons qu'il a prêté de l'argent à beaucoup d'étudiants et cette consigne de tout brûler était notée de manière à ce qu'ils ne se sentent pas engagés par leurs dettes après sa mort. La morale de l'histoire de cet homme, selon moi, ne tient pas seulement au fait qu'il ait inventé le Braille, mais également qu'il nous dit « Si quelqu'un vous doit quelque chose et que vous voulez l'en libérer,
Faites-lui en cadeau. Je vais terminer mon intervention en citant Louis Braille. C'est quelque chose qu'il a dit en 1841 et cette phrase résonne encore pleinement aujourd'hui. Voici ce qu'il a dit. L'accès à la communication au sens le plus large est l'accès à la connaissance. Et cela est d'une importance vitale pour nous si nous ne voulons pas continuer à être méprisés ou patronnés par des personnes voyantes condescendantes. Nous n'avons pas besoin de pitié, ni de nous rappeler que nous sommes vulnérables. Nous devons être traités sur un pied d'égalité et la communication est le moyen d'y parvenir. Merci une fois de plus de m'avoir invité et je vous souhaite à tous une très belle et joyeuse célébration. J'attends déjà avec une grande impatience de recevoir les échos de la cérémonie de cet après-midi. Merci à Madame la Présidente de l'Union mondiale des aveugles d'avoir été avec nous en direct de Nouvelle-Zélande quand même aujourd'hui. Merci de nous avoir accordé ces quelques mots. Il y a un manifeste qui a été rédigé par toutes les associations présentes ici pour la promotion du braille, pour donner plus de place au braille et avec des préconisations. On prendra le temps de les développer. Donc, on va appeler pour Happy DV Pierre Maragou et Bertrand Vérine, pour Voir Ensemble Marie-Claude Cressac, je crois, oui, Cressant, pardon. Pour la Fédération des aveugles de France, Anne, dont j'oublie toujours le nom de famille puisque je l'appelle toujours Anne. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Non. L'AVH, pour des raisons d'organisation, je crois, ne peut pas prendre la parole ce matin, mais s'il y a quelqu'un de l'AVH qui a envie de venir, welcome, more than welcome. Présentation et lecture du manifeste pour la promotion du braille et le développement de son utilisation, porté par les associations Happy DV, Valentin Huy, Voir Ensemble et par la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Bienvenue à tous les quatre. Merci de nous avoir rejoints. Pierre Maragou, pour Happy DV. Je vais te laisser aussi représenter rapidement l'association, mais ce manifeste, c'est quoi? Comment il est né? Alors en fait, je vais surtout parler au nom du collectif que nous représentons, à 4 organisations, l'association Valentin Huy, l'association Happy DV que je préside, la Fédération des aveugles de France et l'association Voir Ensemble, d'où cette présentation polyphonique et multivocale. Nous avons souhaité, à l'occasion de ce 22 juin, porter des propositions pour montrer que le braille est toujours d'actualité, qu'il a su s'adapter notamment au numérique, et aujourd'hui c'est un enjeu clé, qu'il a su s'adapter à toutes les époques, et puis qu'aujourd'hui il est aussi un formidable outil, évidemment d'accès à la lecture, à la culture, à l'emploi, mais c'est aussi un outil de dialogue entre les aveugles, les malvoyants et les voyants, puisque grâce au numérique, le braille peut être un outil de communication entre nous toutes et nous tous, ce pourquoi nous le défendons. Vous pouvez retrouver le texte du manifeste sur le site braillisback.org et nous allons toutes et tous ensemble vous dire davantage ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, juste avant, j'ai une question. Je me permets de tutoyer Pierre Maragou, parce que je le connais depuis des années, on se tutoie dans la vie. Est-ce que tu dis, nous portons ces propositions, vous les portez à qui? Il est destiné, qu'est-ce que vous allez en faire de ce manifeste concrètement? C'est quoi sa vie? Il ne t'aura pas échappé que nous avons de nouveaux députés et un nouveau gouvernement. Alors, pour combien de temps? Encore, nous ne le savons pas, mais en tout cas, ce manifeste, il s'adresse à tous les acteurs politiques, économiques et sociaux. Il s'adresse donc aux institutions publiques,
au niveau national, également au niveau local, puisque une partie de nos propositions s'adresse aussi aux collectivités locales, et puis s'adresse aussi aux institutions européennes, puisque notamment pour ce qui concerne le développement du braille et la promotion du braille dans notre vie quotidienne, les normes européennes ont aussi une importance déterminante. Oui, forcément. On va développer, si je ne me trompe pas, il y a 4 axes de propositions, 4 propositions majeures. La première, il me semble qu'elle concerne l'enseignement. Absolument, oui. Elle concerne l'enseignement et l'éducation, et c'est Anne Renou, la présidente de la Fédération des aveugles de France, qui va prendre la parole. Bonjour, donc oui, je suis Anne Renou, présidente de la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Les recommandations que nous pouvons faire pour l'enseignement, l'école inclusive et le braille, c'est que nous avons constaté, et nous savons tous, qu'il y a un manque extrêmement important d'enseignants spécialisés. Donc notre proposition est de former davantage d'enseignants spécialisés et que tous accèdent au module déficience visuelle et apprentissage du braille. Notre deuxième recommandation porte sur les AESH. Donc chaque fois qu'un enfant doit bénéficier de cet accompagnement, que ces professionnels bénéficient d'une sensibilisation à la déficience visuelle et une initiation au braille. Enfin, pour la troisième proposition, que tous les enfants d'écoles ordinaires puissent bénéficier d'un temps de sensibilisation au handicap et au handicap visuel en particulier, afin qu'ils puissent intégrer au mieux leurs petits copains ou copines déficients visuels, pour qu'ils puissent être enfin des citoyens à part entière, qui puissent accéder à une vie sociale complète. Je conclurai simplement en disant qu'une école inclusive réussie est le gage d'une future société réellement et pleinement inclusive. Concrètement, ça veut dire qu'il faut vraiment plus d'enseignants braille, plus de gens qui connaissent le braille, plus d'enseignants. Est-ce qu'on sait si le nombre d'enseignants ou de personnes qui ont envie d'apprendre le braille augmente? Est-ce qu'on sait s'il est stable? Est-ce qu'on a ce genre d'infos? Alors là, je pense que dans la salle, quelqu'un a la réponse dans la salle. On a Madame Lévy-Dumont qui doit pouvoir répondre à cette question sur le nombre d'enseignants formés chaque année. On sait qu'il y a un manque crucial d'enseignants. On sait que dans certains départements, il n'y a pas d'enseignants spécialisés. On sait que sur d'autres départements, quand il y a des enseignants spécialisés, ils peuvent dispenser 1 à 2 heures de cours pour les enfants en école primaire. Donc l'apprentissage du braille en CP, CE1, quand on a juste 1 à 2 heures de cours, c'est quand même très compliqué. Oui, c'est trop juste pour se l'approprier complètement si l'enseignant ne le sait pas, effectivement. Merci beaucoup. La deuxième proposition du manifeste. Claude. Oui. Marie-Claude Cressy, secrétaire générale adjointe de Voir Ensemble. Voilà, salut tout le monde et je remplace aujourd'hui Jacques Charlin, notre président, qui ne peut pas être là. Et je suis une fan de la lecture en braille, évidemment. Mais je maintiens je suivrai ce qui a été dit pour la formation. Il faut que les gens soient bien formés pour qu'ils puissent avoir une lecture fluide. Il ne s'agit pas seulement de savoir un petit peu déchiffrer le braille, mais pour que ça soit vraiment agréable, qu'on lise vraiment en braille, il faut arriver à une lecture fluide. Donc il faut que le braille soit bien enseigné et suffisamment enseigné longtemps. Alors la deuxième proposition, garantir l'accès à la lecture grâce au braille. Nous demandons aux autorités politiques d'assurer la fourniture de manuels scolaires adaptés, que ce soit en papier ou en numérique, pour tous les élèves et étudiants braillistes. Et étudiants aussi, ça c'est ambitieux. Étudiants aussi, oui, ouais. oui. Nous demandons de financer de façon pérenne la production de livres en braille pour que les personnes déficientes visuelles aient accès aux livres de leur choix dans un délai raisonnable et au prix du marché. Ça coûte cher de produire des livres en braille. Et c'est sûr que si on ne subventionne pas la production, on ne peut pas en avoir facilement. Mais il y a des demandes dans les bibliothèques publiques. Quand moi je fréquente des bibliothèques publiques et les gens sont curieux du braille, etc. Et
Je pense que si ça existait plus, ça serait bien. Et nous demandons aussi de faire baisser les coûts de production des afficheurs braille, que ce soit les blocs-notes ou les terminaux, en soutenant des projets d'investissement et en promouvant une action au niveau européen pour éviter les variations de prix entre États membres. Ah oui, une harmonisation des prix, d'accord. Oui. Voilà. L'accès à la lecture, on parle des livres, mais c'est aussi valable, il me semble, pour les partitions musicales. Enfin, tout à fait. Mais alors, les partitions musicales, actuellement, je dirais que c'est un peu une catastrophe parce que je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de personnes qui sont capables d'enseigner la musicographie braille. Il y a beaucoup, dans beaucoup de, je crois, ne pas dire de bêtises en disant que de toute façon, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de personnes qualifiées pour enseigner la musique en braille. Ce qui est bien dommage. Merci beaucoup Marie-Claude Crescent pour Voir ensemble. On va passer à la troisième proposition avec Bertrand Vérine, je crois, pour HappyDV. HappyDV, bien sûr, ancien GI2A. Hop. Ah, voilà. Petit jeu de chaises musicales. Donc la troisième proposition est la plus courte, mais tous les mots comptent. Elle demande de généraliser l'utilisation du braille dans les sites culturels. Et elle concerne aussi bien les autorités nationales que locales, selon évidemment l'échelon des sites culturels en question. Nous demandons de faire de la présence de livrets en braille, incluant des dessins en relief adaptés à la compréhension tactile, une obligation pour tout établissement culturel, monument, office de tourisme, etc., bénéficiant de financement public. Et c'est vrai qu'ils sont encore très peu nombreux à avoir ce type d'équipement. Et nous demandons également de rendre obligatoire la mise en place de cartels ergonomiques, c'est-à-dire horizontaux ou inclinés, en braille et en gros caractères, pour compléter les dispositifs d'accessibilité multisensorielle dans les musées et lieux d'exposition. Et je me permettrai d'ajouter que très souvent, on a soit l'un, soit l'autre, c'est-à-dire soit délivré en braille et rien du tout, soit de l'accessibilité multisensorielle, mais pas de braille. Et je pense qu'il faut absolument que tous les dispositifs soient multimédia. Merci beaucoup. Dernière proposition, Pierre reprend la parole. Pour conclure et prolonger des discussions qui ont été menées ce matin, nous pensons et nous défendons la généralisation des informations et de la communication en braille sur les produits de grande consommation, mais aussi dans les établissements recevant du public et dans les espaces publics. Cela passe par plusieurs choses, notamment l'étiquetage en braille des produits alimentaires sous emballage. Chère Laetitia, on n'a pas oublié ta gourmandise pour les glaces. Si, avec pour les glaces. Et nous souhaitons que ce soit fait de la même façon que cela est fait pour les produits pharmaceutiques. Les produits de beauté aussi, les produits d'hygiène, les produits... Absolument. Nous demandons également que soient rendus accessibles les sites internet dédiés à la mise en service des appareils électroménagers, notamment qui peuvent être lus grâce au braille numérique, ou bien que soient inclus dans les emballages des mêmes produits électroménagers des descriptifs en braille. Évidemment, la première solution est sans doute bien préférable à la seconde, en tout cas pour ce qui est de la consommation de papier. Enfin, nous demandons aussi d'étendre l'utilisation du braille à tous les automates présents dans notre vie quotidienne, les distributeurs bancaires, les distributeurs de titres de transport, les digicodes, et aussi que son utilisation soit généralisée dans les lieux recevant du public, notamment dans les ascenseurs, sur les manchons des escaliers, ou encore dans les hôtels pour connaître les numéros de chambre, par exemple. Et nous pensons que cette généralisation du braille dans la vie quotidienne a un double intérêt. Évidemment,
un intérêt qui est évident pour les personnes aveugles et malvoyantes braillistes, car ça nous permet de gagner en autonomie, mais aussi tout simplement de faire connaître le braille au grand public, puisque ça peut être un moyen de le rendre visible, et on sait que plus nous serons visibles, plus nous serons acceptés, reconnus et finalement inclus. Merci beaucoup pour la présentation de ce manifeste et un grand bravo pour le travail de rédaction, de réflexion et d'action, parce que c'est le plus important, formuler les propositions et puis essayer ensuite de les faire accepter, de les mettre en place. Donc bravo à toutes ces associations pour leur dynamique. Il va être temps de conclure et Stéphane Gaillard, qui vient de me rejoindre sur scène, va conclure. Je vous souhaite une très 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 belle cérémonie cet après-midi au Panthéon. Profitez bien. Merci beaucoup Laetitia, merci pour tout ce que vous avez fait. Je vous remercie encore une fois tous et toutes d'être venus pour cette conférence. La journée continue. Je vous donne rendez-vous à 15h30 sur la place du Panthéon. Alors, dès 14h, si vous voulez écouter Opening Jazz, l'orchestre de l'INJA, qui est constitué de déficients visuels et qui déjà animera la place et qui lancera en fait les ateliers de sensibilisation. Dès 14h, 14h30 et à 15h30, la cérémonie officielle à l'intérieur du Panthéon avec la maire de Paris et la ministre de la Culture. Donc nous vous attendons nombreux cet après-midi. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Encore merci, au revoir.